Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 51e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve en ce dimanche avec Greg Dyser. Salut Rayeb, comment ça va? Ça va très bien et toi? Et on retrouve Bah à ça va. nouveau pour ce 51e épisode Jean-Marc Rettig. Bonjour Jean-Marc, Bonjour. qui était Salut Bonjour à déjà Jean-Marc. tous et à venu toutes. avec nous dans une précédente émission. C'était un de nos tout premiers invités d'ailleurs. Oui. Oui. C'est le premier qui Et a eu la folie de dire oui. voilà, et on va à nouveau parler de Star Wars avec lui, puisque la dernière fois c'était le Non, c'était pas le Mandalorian, c'était Boba Fett, pardon. Et C'était cette Boba Fett. fois-ci, on va parler de la série Andor, la nouvelle série Star Wars disponible sur Disney+. Donc je rappelle le principe de l'émission, on a tous vu la série. Nous ne savons pas les uns et les autres ce que nous en avons pensé. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé, est-ce qu'on a détesté, est-ce qu'on a adoré. On va le découvrir ensemble. Dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgacher l'intrigue, en tout cas ce qui se passe, même si vous avez vu le film Rogue One, vous avez quand même une vague idée de ce qui va se passer. Voilà. Et lors de la deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans les détails, on va parler de la suite, puisqu'il y aura une deuxième saison, ça on peut déjà le dire, c'est sûr. Et puis on va vraiment Spoiler! spoiler à mort, voilà. Et avant toute chose, on va faire comme tout le temps, on va commencer par se présenter. Jean-Marc, à toi l'honneur, s'il te plaît. Alors, je suis réalisateur, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste, je vais pas dire régulièrement parce que ça serait un gros mensonge, mais voilà, au gré de l'inspiration, du temps et du budget, des courts-métrages ou des fictions audio, enfin voilà, du contenu audiovisuel en tout cas. À côté de ça, je suis vidéaste dans une grande boîte parisienne, ce qui me permet d'être connecté à une caméra tout au long de ma semaine. Et je trouve ça plutôt kiffant. Très bien. Cool. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et dans un autre univers, il y a longtemps, très longtemps, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, mon Greg? Ben, moi, ça fait quelques années que je suis caricaturiste en événementiel. Là, c'est le feu pour moi en ce moment. Et il se trouve que ma première vocation ou ma première envie, c'était de faire de la BD. Donc j'ai résisté. J'ai résisté. Et là, je retouche. Mes premières amours, parce que j'ai une BD qui sort en mars prochain, qui s'appelle Cléo, aux éditions Cléo Super Sirène, aux éditions Albin Michel. Et là, il me reste moins de 2 semaines pour terminer, mais je crois que ça va le faire. Et sans plus tarder, on rentre dans l'émission. Ma première question, ma nouvelle question favorite. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? On commence par toi, Jean-Marc. Le fait d'apprendre qu'il allait y avoir une série Andor, c'est-à-dire le préquel du préquel, puisque Rogue One c'était déjà un préquel à Star Wars épisode 4, et Andor est le préquel du préquel. Alors, tout à fait honnêtement, j'en avais rien à foutre. Voilà, tout simplement. C'était dans cette époque où Lucasfilm annonçait donc toutes les séries Star Wars auxquelles nous aurons droit. Et Andor faisait partie de ce grand panel et je faisais partie des gens qui craignaient que le filon s'essouffle en fait justement à grands coups de contenu. Je vais pas dire des heures, mais à grands coups de contenu. Et Andor, le personnage en lui-même, j'avais trouvé plutôt sympa à l'image du film Rogue One, un personnage ni tout blanc ni tout noir, ce qui faisait effectivement très plaisir. Mais je me disais, là, Disney, vous poussez le bouchon un peu loin, c'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment faire du contenu pour du contenu, parce qu'Andor en soi n'était pas un personnage que je trouvais extrêmement passionnant. Donc je voyais ça, je regardais ça avec en œil de faïence, je sais pas comment on peut dire. Enfin voilà, j'étais assez circonspect à l'idée qu'il y ait une série sur lui. Mhm. Donc je m'en foutais, je n'en attendais rien, pour être tout à fait honnête. Et, Contrairement à Boba Fett. Autant vous dire que la douche a été très 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 froide. et on en reparlera. Et toi, Greg, alors série Andor. Euh, Pareil, en fait, hein, je vais pas tout répéter parce je suis vraiment dans la même ambiance. Déjà, en plus, je fais partie de ceux qui, Rogue One, j'étais pas sur les fesses quand j'ai découvert le film. Tout le monde dit, ah, c'était le meilleur film Star Wars depuis. Bon, voilà, je dois dire que j'étais pas emporté à fond par tout ça. Donc la préquelle de préquelle, pareil.
Et j'ajouterais même que les premiers épisodes ont fini d'achever à tel point que je commençais à me demander, t'es sûr qu'on va faire l'émission? Et puis toi, tu me disais, si, si, on va faire l'émission. Enfin, je te laisse poursuivre, Pierre. Oui, alors je vous rejoins hein, tout à fait hein, sur ce qui a été dit avant. Hein. Pareil, Andor, pourquoi faire une série sur un personnage bon, qui a cette destinée-là dans Rogue One qui n'est pas un Jedi, dont on n'entend plus parler par la suite. Voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire de plus? Puisque finalement, moi, personnellement, j'avais vraiment adoré Rogue One. Parce que très rapidement dans le film, on comprend l'enjeu, on sait de quoi il s'agit, et en plus ça résout un plot hole qu'il y a la première trilogie, qui est de se dire mais pourquoi l'étoile de la mort est-elle si fragile finalement? Voilà. Mhm. Et moi j'avais trouvé l'idée très très intéressante. Et là je me dis mais quand même, c'est un peu osé de faire une série voilà, sur un personnage comme ça. Et là, donc je rebondis sur ce que tu dis, les trois premiers épisodes, et j'avoue, de la même façon que toi, je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment faire une émission sur Andorre? Parce que on en était, je vous le dis là en off, on en était à un moment donné, je lui dis, écoute, on fait une émission, l'émission dure 1 minute, et on fait juste les gars en train de dormir devant la caméra, et on coupe à la fin, et voilà, ce sera notre avis sur Andorre. Voilà. Et finalement, à force de voir passer des gens qui disaient, mais c'est bien, c'est la meilleure série Star Wars, machin, je me suis dit, bon, bah, on va quand même lui donner une deuxième chance. Et j'ai repris quand les 8 premiers épisodes étaient déjà sortis. Euh, et c'est vrai que passer le quatrième, je dis le quatrième parce que même le quatrième est encore assez dur, je trouve. Passer le quatrième épisode, là il se passe quelque chose. Voilà. Est-ce que là Mhm. vous me rejoignez sur ce truc, Jean-Marc, par exemple, toi? Ça a été le même déclic ou bien t'es rentré dedans directement ou bien Non, moi finalement. je suis rentré dedans directement parce que peut-être ça vient du fait que je suis pas un sérivore, c'est-à-dire que je consomme pas j'ai même pas Netflix chez moi, enfin je regarde pas des séries continuellement et je suis peut-être moins accoutumé comment dire, au rythme standard d'une série. Mhm. Bon, après, je suis pas non plus complètement ignorant. J'ai bien vu tout de suite que cette série était particulière de par son rythme. Et j'ai accepté ce parti pris immédiatement parce que s'il y a une chose que j'attends de Star Wars, c'est d'être un petit peu surpris et enfin, surpris positivement ou négativement. Donc, j'ai beaucoup aimé les derniers Jedi. Bref, c'est un autre sujet. Et, euh, et dès le départ, effectivement, j'ai vu que cette série prenait son temps dès le premier épisode. Mais en fait, le rythme de la série était moins problématique pour moi parce que j'ai été tout de suite happé par l'aspect visuel de la série que je trouve très beau. Peut-être on en parlera, je sais pas si. Oui, tu peux Si dérouler dessus là si tu veux, hein, tout de suite. Hein. d'accord. Bah alors voilà, ouais, cet aspect presque contemplatif m'a tout de suite plu parce que bah, comment dire, j'aime bien quand les choses prennent. J'ai bien aimé le fait que ça prenne son temps pour installer les choses. Voilà, ça change, c'était agréable à regarder et en plus. Tant que je me rappelle, le tout premier épisode, moi, en fait, tout de suite, on est dans une ambiance un peu à la Blade Runner, et je me suis dit, ah merde, ah oui, d'accord. Donc là, on travaille un autre pan de Star Wars, un pan qu'on adore, c'est-à-dire ancrer Star Wars dans une réalité assez crue. Et là, pour le coup, le gars arrive, si je me souviens bien, à la première scène, il est un bar à pute, quoi. Enfin, excusez-moi le vocabulaire, mais il me semble que c'est ça. Il cherche sa sœur. Et d'entrée, la série prend le parti d'avoir un ton un peu plus adulte. Donc, le fait que après, au fur et à mesure de l'épisode et après les autres, que ça prenne son temps, bah, j'avais déjà d'ores et déjà accepté ça parce que j'ai été séduit tout de suite par le parti pris visuel. Et toi, Je vais, Donc, et toi, je vais rebondir tout de suite précisément sur ce sujet-là. Je crois que c'est une des choses qui m'a fait décrocher. J'entends ce que tu dis sur le fait d'être surpris, mais justement, moi, à l'inverse, j'étais inversement surpris dans le sens où pour moi, c'est un produit Star Wars qui pour moi n'allait pas dans du Star Wars au départ, mais qui allait plutôt dans le film noir, roman noir.
effectivement, au début, on le présente, donc ce personnage Andor, comme un jeune immigré, en fait, hein. Mhm. Sur la planète où il est, on insiste bien sur le fait qu'il vient pas d'ici. Il y a des flashbacks aussi sur son origin story. Il va dans un bar de prostituées, effectivement, pour retrouver sa sœur, parce que peut-être elle est là. Il y a des policiers qui viennent le voir, il est obligé, enfin, qui viennent le contrôler, du coup, quasiment par erreur. Ça, c'est un peu le début du film, du coup, enfin, le début de la série. Il est obligé de les tuer, du coup, il est recherché. Et il y a un moment charnière dans l'épisode qui m'a vraiment m'a choqué et m'a complètement sorti du truc. C'est le moment où il y a quelqu'un qui le dénonce et qui va dans une cabine téléphonique de l'espace pour le faire. Tu vois, il y a un côté vraiment qui m'a dérangé. Les cabines, on aurait cru, pour moi, des cabines qu'on aurait pu voir en France dans les années 70, tu vois. Mhm. Ce petit élément-là m'a fait décrocher complètement, à tel point que j'ai fait pause sur l'épisode et j'ai commencé à résumer l'épisode à la manière du roman noir, quoi, tu vois, en ajoutant des petits détails. Il y a d'autres détails hein, dans les premiers épisodes. Il y a notamment, à un moment donné, quelqu'un qui prend une sorte de bus, tram de Star Wars, tu vois, mais c'est quand même, ça a des allures. Il a un chapeau, on dirait un chapeau tyrolien, tu vois. Enfin, il y a des tas d'éléments comme ça qui nous ramènent à quelque chose de bien de chez nous, quoi, tu vois, bien vieux en plus. Et en sortant du bus, il lui dit, attention à pas vous faire voler votre portefeuille. Mais Mhm. et là, vraiment, je me suis dit, mais on est où en fait? Tu vois, c'est quoi ce quotidien qu'on nous vend? Et je m'arrête là pour le moment. Mais pour moi, ces défauts-là, qui étaient vraiment des gros défauts, hein, qui ont failli me faire arrêter la série, peut-être même que si on n'avait pas dû faire une émission, je serais pas allé plus loin, me font comprendre a posteriori ce que raconte la série. Et je trouve que c'est des éléments finalement qui sont hyper fondateurs de ce que ça raconte. Alors Et toi, Pierre? je rebondis justement sur ce que vous avez dit tous les deux, et pour résumer, moi, un peu comment je l'ai vécu, et je pense que ce qui m'a fait accepter la série, c'est de me dire, c'est pas du Star Wars. C'est un univers Star Wars, ce sont des éléments Star Wars, mais c'est pas du Star Wars au sens traditionnel du terme, où on a le comique de service, où on a de l'action, où on a des batailles spatiales, enfin où il y avait tout un cahier des charges à cocher. Là, c'est pas du tout ça. Là, ils ont repris l'univers Star Wars et à la façon de Rogue One, en plus tranché encore, parce que Rogue One, il y avait quand même des choses dedans qu'on retrouvait, comme je disais, il y avait le robot qui jouait le comique de service, par exemple. Mhm. Et là, on les retrouve pas, ces éléments. Et on se retrouve plutôt dans l'esprit de ce qui a été fait finalement avec Marvel, mais encore plus tranché pour le coup, où on n'arrête pas de dire dans nos émissions, bah, Marvel, eux, ils font des films de genre, et après, ils imbriquent tout ça dans un univers cohérent, plus ou moins, qui se tient plus ou moins. Alors là, ils ont fait effectivement un film noir, une série noire, mais elle est très très marquée et c'est ça pour moi qui m'a empêché de rentrer dedans, je pense, au début. Parce que si Mhm. j'avais pris la série euh, d'une autre façon, sous un autre angle, peut-être que je l'aurais mieux accepté et que j'aurais été plus facilement jusqu'au bout. Je me serais moins posé cette question de me dire, bah tiens, mais c'est pas du Star Wars que je Mhm. regarde là. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est peut-être pour moi le problème de la construction en série. Si on avait été dans un objet film, on en serait peut-être un peu plus venu au fait rapidement. Et là, en fait, les premiers épisodes sont assez tranchés dans le fait ils ne prédisent pas ce qui va se passer. Et du coup, la promesse est pas évidente au début. Ah, tout à Et fait. donc ça peut peut-être résumer ma première recommandation à ceux qui se seraient arrêtés ou qui n'auraient pas commencé. Faites confiance à la série, peut-être même à la bande-annonce qui en montre un tout petit peu plus, et laissez le temps de s'installer, parce que là, pour le coup, donc on a Tony Gilroy hein, qui est aux commandes qui a un gros palmarès de scénariste. Je sais pas si vous voyez un peu, il avait fait les Si, ouais. Jason Bourne, Jeu de pouvoir, Armageddon, bon, L'Associé du Diable. Donc c'est un gros scénariste qui est là et aux commandes de la série. Et Ouais. donc oui, je dirais, faut s'accrocher au début quand même. Et je rebondis sur ce que tu dis, et je te laisserai la parole après, Jean-Marc. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Rogue One, il y avait tout de suite la promesse, on savait pourquoi ce film avait été écrit. Là au début, on a vraiment du mal à comprendre en fait. Il n'y a que dans la deuxième partie, pour moi, de la série, où justement les éléments de ce scénariste-là qu'on retrouve habituellement commencent à vraiment à être mis en avant, notamment par rapport aux autres personnages que Cordor. Et là,
Là, j'ai été pris jusqu'au bout et j'attendais impatiemment les derniers épisodes. Oui, pareil. Vas-y, Jean-Marc. Non, non, mais je disais, je voulais rebondir sur le fait que qu'il faut donner sa chance à la série. Je peux comprendre que, encore une fois, pour des gens qui ont l'habitude de regarder des séries, enfin, de regarder plus de séries que moi, ça peut décontenancer. Mais moi, ça m'a pas trop perturbé parce que, en fait, disons peut-être aussi, c'est pas une grande série en dehors, mais c'est une bonne série, c'est une bonne série Star Wars. Et ce rythme-là, il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter dès le début. Faut faire cet effort. Mais après, on est abreuvé de. Je sors un peu du sujet, mais on a tellement de contenu sur toutes les plateformes confondues que si cette série n'a pas trouvé son public, bah, c'est peut-être dommage parce qu'il y a des gens qui ont lâché, et je peux tout à fait le comprendre, dès le premier épisode. J'imagine que vous aussi, on a tous vu passer des mèmes au sujet de la, de la lenteur de la série. Moi, je trouve ça dommage parce que merde, en 2022, on a le droit d'avoir un programme qui est un peu plus lent, quoi. Si c'est pour faire de la mise en scène, en plus, ce qui est le cas ici, je trouve que la série est extrêmement bien filmée. Oui. Et ben, tant mieux. Enfin, oh, je rappelle qu'on sort de Boba Fett et d'Obi-Wan, quoi. Donc, c'est bien d'avoir un petit peu autre chose. Je, C'était ma conclusion en prévision de cette émission, mais je le dis tout de suite. Je pense que je pense que Boba Fett aurait dû être traité comme Andor a été traité. Et c'est bien Mhm. dommage. Parce que pour le coup, Andorre a un côté très adulte. J'aime pas dire un côté sombre parce que je trouve que c'est un peu fourre-tout, mais il faut dire que c'est vrai. L'image est terne. On raconte l'histoire c'est un peu sordide au début avec dans les bas-fonds de je sais plus quelle ville c'était où il va chercher sa sœur dans ce bar malfamé. Ensuite, on va dans les tréfonds de la rébellion, composé de gens désespérés, de gens prêts à tout. C'est pas les gentils rebelles que George Lucas nous a vendus au début. Là, on a affaire à des proto-terroristes. Je dis ça avec des grosses guillemets parce que du point de vue du pouvoir en place, ce sont des terroristes. Mhm. Et ce ton très mature, bah à la rigueur, j'aurais préféré que le côté infantilisant de Boba Fett arrive sur Andor, un personnage, voilà, sur ce personnage secondaire de la rébellion, alors que Boba Fett méritait un autre traitement. Bon, là, je pars dans tous les sens, mais je pense que vous avez Non, saisi. non, mais t'as raison, parce que le public de Star Wars original, il a envie de te dire, aujourd'hui, il a entre 40 et 60 ans. Ça dépend si tu l'as vu au cinéma ou si tu l'as vu en VHS, on va dire. Mais voilà, on est en droit de s'attendre à quelque chose de plus adulte. Et je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. On peut même se dire que c'est une belle porte d'entrée pour l'univers Star Wars, parce que ça permet à des gens qui connaissent pas d'avoir une approche, comme tu dis, plus mature, plus adulte, plus sérieuse, plus... Et puis surtout, c'est un thriller politique. C'est ça en fait, Andorre. C'est ça qu'il faut se comprendre. C'est pas du tout il y a de l'action dedans, mais c'est pas une série d'action à proprement parler. Et tout à l'heure, tu parlais des séries qu'il a scénarisées, mais effectivement, on retrouve ces ambiances-là. Moi, j'ai envie de te dire, ce qui me fait qui me fait le plus, qui me rappelle le plus Andorre, c'est les séries comment il s'appelle? Ah, j'ai plus trouvé le nom. De Euh, Clancy, tu vois, des choses oui, comme ça. Tom Clancy. On est à peu près dans ce type d'univers-là où les gens, ils sont ni blancs ni noirs, ils ont leur propre agenda et puis tout essaie de se coordonner et puis il y a des hasards qui se passent qui font que les gens se retrouvent à tel ou tel endroit, il se passe telle ou telle chose. Et il y a beaucoup de rebondissements dans cette série d'ailleurs. Hmm. Pour revenir sur le côté progressif de la série, en fait, on est vraiment dans le fait divers au départ. On démarre avec un personnage qui a d'aspirations autres que soigner les erreurs de son passé. Et je dirais même qu'il est pas il est pas très attirant comme personnage. Au début, t'as pas tellement envie de le suivre. Tu te dis, c'est un peu une cause perdue, quoi, parce que il fait le pas de travers qu'il aurait pas dû faire. Il est recherché. Il y a aussi ce personnage un peu de fonctionnaire un peu zélé qui se dit, tiens, il y a quand même deux soldats qui ont été tués. Je vais retrouver le coupable. Au début, on est vraiment dans le fait divers un peu sordide. Et puis effectivement, je pense, enfin,
on se demande si on va raccrocher les wagons, en fait, finalement, par rapport à Rogue One et par rapport à tout l'univers de Star Wars. Enfin, moi, en tout cas, c'était vraiment ça. Je me disais, mais pourquoi on me raconte ça, en fait? Et maintenant que j'ai tout vu, je comprends où ça voulait en venir. Et finalement, j'en reste avec cette idée. Tu disais, c'est une bonne série Star Wars. Je me demande si pour moi, c'est pas une bonne série tout court, en fait. D'accord. C'est-à-dire que ce que ça raconte, et je vais pas en développer trop maintenant, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler, mais effectivement, même pour le côté politique que tu évoquais, Pierre, j'avais lu une critique à un moment donné sur la première trilogie pardon, la préquelle, la prélogie Star Wars, quelqu'un qui disait, pourquoi George Lucas a pensé que c'était bien de parler de politique dans Star Wars? Il s'est mis à mettre du Sénat intergalactique, du machin, et il dit en fait ça saoulait tout le monde. Eh ben, je trouve que c'est le premier objet Star Wars qui le fait bien, en fait. Parler de politique et que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe au milieu de combats d'individus au sabre laser. Et là, finalement, le rapport entre l'échelle humaine et ce qui se joue à l'échelle de la galaxie, il est bien amené en fait. On a vraiment Mhm. on comprend mieux finalement comment les futurs rebelles, parce que là pour certains on n'en est même pas au stade de la rébellion, Mhm. sont déjà des grains de sable dans le rouage de l'Empire. Et c'est vrai, je Mhm. te rejoins sur ce que tu dis sur la prélogie. Effectivement, l'un de ses gros défauts, c'est d'avoir jamais réussi à se donner une tonalité propre. Elle était enfermée dans les clichés des épisodes 4, 5, 6, et qu'il y avait cette couche politique, mais qui n'arrivait pas à sortir, qui n'arrivait pas à accoucher de quelque chose de vraiment pertinent, intéressant. Et là, on y arrive enfin, quoi. Voilà, la politique est elle est au cœur de l'intrigue. Mais du point de vue des prolos, quoi, si je puis dire, du point de vue des gens du peuple, cette planète, donc elle est éloignée du cœur de la politique, avec Mot Motma, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Mhm. Et c'est intéressant de voir comment la politique impacte la vie des gens. On peut faire des parallèles avec l'actualité actuelle, avec l'actualité actuelle, avec Mhm. l'actualité à foison avec cette série. On va Mhm. peut-être pas rentrer là-dedans, mais On on peut peut, faire hein. plein de parallèles. On a peur d'aucun Et, et, sujet. et, Je pense que t'as raison, c'est Jean-Marc, c'est une série hyper actuelle parce que finalement les trois pouvoirs en place, enfin les trois options, c'est est-ce qu'on peut y arriver en faisant de la diplomatie et de la politique, ou pour certains, est-ce qu'on peut y arriver en étant comment dire une dictature, ou en face, est-ce qu'il faut se rebeller? À quel moment on se rebelle? À quel moment on fait de la diplomatie? Et à quel moment on prend le pas sur les autres? Est-ce qu'on là, passerait pour le pas coup, la bientôt série. à la... Pardon, vas-y. Pardon, vas-y, non, 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 vas-y. j'allais dire, est-ce qu'on passerait pas bientôt à la partie spoiler parce que ça devient difficile. Ah, ouais, ah oui, c'est vrai, putain, il faut faire attention. Alors, avant de passer à la partie spoiler, je crois que vous l'aurez compris, c'est une série qu'on vous recommande, dans laquelle il n'est pas forcément facile de rentrer, Non. pour tout ce qu'on vous a dit, hein, parce que c'est pas une série Star Wars au sens premier du terme, encore que c'est ce qui en fait finalement ses qualités, puisqu'elle arrive à se détacher des œuvres originales pour avoir son existence propre. Voilà, moi en tout cas, je vous la recommande chaudement. Je vous recommande de vous accrocher, passer les 3, 4 premiers épisodes. Déjà dans le quatrième, ça commence à aller plus loin, surtout au niveau des personnages secondaires. Je trouve qu'à partir du moment où les personnages secondaires prennent du poids dans la série, c'est là où on se dit qu'on est passé aux choses sérieuses en fait. Voilà. Et vous les garçons, À mi-saison, votre patience va payer. c'est ça. Parce qu'il voilà, le contexte est franchement palpitant. Je dirais même à mi-saison, vous allez changer d'impatience parce que vous allez être impatient. Vous avez manqué de patience devant le début de la série à vous dire mais pourquoi je perds mon temps? Et puis à un moment donné, vous allez être impatient de savoir C'est vrai. ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et sans transition. Spoiler! Et nous revoilà où on va tout vous dire et à la fin, il meurt.
Et en fait, Dark Vador, c'était son père. J'allais dire spoiler, Andorre ne meurt pas. Voilà, Voilà, c'est mais ça. ça, Il meurt pas encore. Donc Il manquerait plus que ça. on suppose quand même que vous avez vu Rogue One avant, sinon tant pis, ça fait quand même une paire d'années qu'il est sorti. Voilà, là on peut plus utiliser l'argument des spoilers là pour le film de Rogue One, je veux dire, pardon. Oh, bah, encore que, parce que si vraiment c'est une porte d'entrée comme on dit, du coup, c'est moi, enfin, quelque part, je re-rentre un petit peu dans cette Moi, dynamique-là de. j'ai hâte de voir la saison 2 pour pouvoir regarder Mhm. le film là. Je me garde le film sous le Bah coude, j'ai oui, pas envie de le regarder à nouveau pareil, tant que j'ai pas vu la saison 2. exactement. Sachant que, si j'ai bien compris, ça se passe 5 ans avant les événements de l'épisode 4. tout à fait. Donc que cette première saison couvre la première année et que la deuxième saison couvrira les 4 années prochaines. Les 4 prochaines D'accord. années qui font le lien, voilà. A priori, ouais. Moi, j'ai été vraiment scotché par les personnages secondaires. Vous l'avez déjà compris, je pense, par rapport à la première partie de l'émission. Que ce soit ce policier qui fait de la, comment dire, du zèle, Du zèle. Mhm. que ce soit cette commandante impériale qui va bille en tête sur son idée, qui veut pas en démordre, que ce soit cet homme, ce faux, comment, je trouve plus le Ouais, mot. Luthen Rael, c'est Oui, ça? c'est ça, Qui est joué par joué par Stellan Stellan Skarsgård. Skarsgård, Oui, qui est oui. une sorte de faux Antiquaire, voilà, chercher le mot. antiquaire, voilà, Ouais, c'est ça. qui manipule tout le monde dans l'ombre. Et après, le personnage donc, qui est joué par je ne sais plus qui, Geneviève O'Reilly pour Mon Mothma, et donc qui est un personnage, elle, qu'on retrouve pour le coup à la fois dans Rogue One et dans l'épisode 4, Oui, quoi. c'est ça. Donc ça, Et puis il y a c'est... Fiona Shaw aussi qui joue la mère adoptive d'Andor. Enfin, il y a vraiment Il y a vraiment du beau monde, du ouais. beau monde, ouais, et ils ont une présence à l'écran, et je trouve surtout, il y a des, il y a des tirades qui sont super bien écrites, où il se passe Mhm. rien, où ils sont juste dans un couloir, il y a deux personnes qui se parlent, ils se lancent des trucs, mais c'est digne des citations, enfin, des plus grandes citations, quoi. Enfin, moi, Mhm. j'ai vraiment été scotché. Il y a une variété d'enjeux aussi, je trouve. C'est-à-dire que les personnages, ils sont tous isolés, en fait. C'est-à-dire que chacun a sa propre réalité. Mon Mothma, c'est une mère de famille on sent qu'il y a des difficultés d'argent, on sent qu'elle a des difficultés à s'investir, c'est-à-dire qu'elle veut ménager ses deux casquettes, c'est-à-dire être toujours au Sénat intergalactique et en même temps aider du mieux qu'elle peut tout en préservant sa famille. On en a d'autres qui sont un peu plus radicaux parce que finalement, Luthen Rael, lui, il est là pour utiliser à la manière de l'Empire, lui, il utilise des humains pour monter la rébellion. Et tant pis s'il y a des pertes, elles sont nécessaires. Et en fait, chacun a a son propre vécu. Il y a quand même encore quelques trucs, tu vois, tu parlais de Cyril Karn, qui, bon, quand il rentre chez sa mère et qu'elle lui fait des céréales de l'espace, là, moi, c'est vraiment des éléments. En plus, ils vont vraiment du HLM en béton. C'est allé un peu loin. Et, Génial, ça. oui, bah, c'est génial, mais tu vois, moi, j'ai mis un temps à le comprendre. C'est-à-dire que Ah, tu peux j'ai développer ça, compris ça m'intéresse, moi, que tu développes là-dessus sur... que moi je développe. Ouais, ouais. En fait, au départ, pour moi, il y a vraiment le moment où il rentre chez lui, il rentre dans des immeubles en béton. Sa mère, je me suis même demandé si sa mère c'était pas une rebelle aussi, tu vois, parce qu'il y avait un truc, elle essaye de le faire bosser, lui, elle essaye finalement, à cause de sa hiérarchie, il a été broyé à son tour, il voulait bien faire, mais finalement on lui a dit, écoute, t'es allé un peu au-delà de ce que t'aurais dû faire, donc il rentre chez sa mère, elle lui fait des céréales et tout. Mais pour moi, je trouve que c'est autant de détails comme la cabine téléphonique et tout, qui sont sans doute des petits indices. Je parlais même du chapeau en feutre, du type, du portefeuille. En fait, je crois que, certes, c'est une série Star Wars, c'est une série qui est installée dans Star Wars, mais en fait, c'est une série qui nous parle de résistance, vraiment. C'est-à-dire que là, on nous présente pas la résistance, effectivement, comme tu dis, avec des paillettes, avec des gens qui font ah, mais t'inquiète, on va y arriver, on est trop fort. Et c'est vraiment. Comment ça se passe avec un empire qui croît, qui devient de plus en plus, qui broie des gens en fait, et qui broie des gens ultra gratuitement. Il y a aussi
Cassian Andor qui va à un moment donné, il a accompli sa mission, il repart avec plein de fric et il va à la mer, quoi. Il va à la plage, il part en vacances et c'est là, en fait, au moment où il croit, il a une espèce vraiment de soleil couchant comme ça, où il pense que et il utilise bien ce mot-là. Il dit non, non, mais vous m'arrêtez pour de rien parce que je suis un touriste. Un touriste, tu vois, c'est pas un mot que je pensais entendre dans Star Wars, ça. Mais pourtant, en fait, c'est ça que ça raconte. Et pour moi, c'est ça. C'est autant d'éléments qui nous raccrochent à notre propre vie. C'est et vous, vous auriez fait quoi, en fait? Vous seriez parti en vacances, vous auriez laissé les mecs se faire embarquer à tort. Est-ce que vous auriez siroté votre cocktail derrière ou est-ce que ça aurait pu vous arriver à vous? Enfin, je trouve que c'est super intéressant la manière dont c'est fait. Oui, et puis c'est Ouais. tellement inattendu cette scène qui se fasse embarquer. Tu comprends pas là ce qui se passe. La série, elle prend un tournant inattendu, quoi. Mhm. D'ailleurs, oui, mais j'ai pas. Alors, on est d'accord, il se fait arrêter juste parce que l'État est un État fasciste qui emprisonne les gens un peu pour rien. Parce que Arbitrairement. j'ai trouvé un petit peu facile son arrestation. J'ai bien compris que le scénario le demandait, mais en fait, il se fait arrêter pourquoi en fait? Bah, Pour juste parce qu'il Il était a au mauvais regardé, endroit au mauvais moment et qu'il il avait les a pas. regardés passer, il a eu un regard de travers, on va dire, c'est les espèces de mecs avec des matraques qui ont dit Eh, qu'est-ce que tu faisais là, toi? On a attrapé les trois gars, là, t'étais leur complice, c'est ça? Et voilà, il donc fait c'est Non, non, aussi con que pas ça. du D'accord, tout. Oui, ok. oui, Ah ouais, ouais, c'était. ouais. Et c'est même, ça va même encore plus loin que ça, parce qu'en fait, il sous-entend que, vu que la façon dont il est habillé, c'est pas logique que ce soit un touriste, parce qu'en gros, les touristes, ils sont en short, doigts de pied en éventail sur la plage. Lui, il est encore un petit peu crado, là, comme ça. Donc, en Mhm. gros, il est louche, je t'embarque, quoi. C'est au D'accord, faciès, ouais, quoi. ouais. Et Donc c'est là. il y a un truc, en plus, il y a une gradation, parce que d'abord, il se fait embarquer par erreur. Ensuite, il essaye de plaider sa cause et on lui dit non, mais l'Empire, c'est pas comme ça. On t'a mis 3 ans, ben, on va t'en mettre 6. Et puis après, une fois qu'il arrive en prison, en fait, il découvre les couches comme ça et il découvre de plus en plus qu'en fait, c'est de la main-d'œuvre gratuite, quoi. En fait, Bien sûr. il s'est Mais fait rafler. bah, alors là, tu parles de rafle, mais cette prison, pour moi, elle était destinée pour les criminels de guerre ou les terroristes enfin des gens qui ont commis des choses très graves. C'est pour ça que j'ai pas compris comment ils pouvaient, sachant que cette prison, donc c'est une espèce de circuit fermé. On spoil, on s'en fout, on peut y aller. Il y a des- C'est une prison dans laquelle tu ne ressors finalement jamais et tu fais croire à tous les gens que tu vas t'en sortir un jour. C'est 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 d'un C'est d'un c'est cynisme c'est terrible. terrifiant. Et C'est très bien vu. et je pense que c'est pas dû au hasard non plus, comme tu dis, il s'est fait mettre en prison sur une erreur judiciaire et en même temps, au même moment, il est recherché pour un vrai truc C'est qu'il a fait, vrai. pour un vrai C'est vrai. Mais acte j'aurais voulu, terroriste. j'aurais préféré qu'il se fasse arrêter pour ça, pour Oui, son oui, avis de ben, recherche, plutôt je, com- je, que com- se je balader com- sur la plage. je comprends ce que tu dis, et en même temps, en fait, tu sais, il y a ce code un petit peu du film de prison, et c'est pas que les films, hein, c'est tout le monde est innocent, tu sais, genre, bien sûr, tu te fais mettre en tôle, mais toi, t'as rien fait, sauf que nous, on est témoins. Là, précisément, il avait rien fait. Hmm. Et du coup, ça te fait te dire que sur son unité, il y en a combien qui sont là alors qu'ils n'ont rien fait? Ouais, c'est vrai. Et du coup, vu que les unités communiquent entre elles, en fait, dans la prison, quel pourcentage de gens sont là? Et surtout, maintenant, à un moment donné, il leur fait comprendre que peut-être ils sortiront jamais. Enfin, je trouve que finalement, t'es vraiment en empathie avec les personnages parce que tu te dis, mais en fait, oui, ça aurait pu nous arriver complètement. Et Jean-Marc, est-ce que tu as vu la scène post-générique du dernier épisode? Ouais, bien sûr, bien Voilà. sûr. Et Je l'ai vu après coup parce que comme un con, j'avais pas capté qu'à chaque série Star Wars, il y a une scène post-apo, post-apo, voilà. joli. Presque, là, Après, c'est Euh, on va dire, pré-apo, là, pour le coup. et à peau, ouais. c'est s'il y a un truc qu'on peut, enfin que Marvel a bien fait, c'est que les gens maintenant sont obligés de regarder les génériques et de voir qu'il y a des gens qui ont travaillé Mhm. euh, pour avoir une petite sucrerie. Alors bon, moi cette scène post-générique, j'ai envie de dire so what? Oui, Mais en tout cas, bon, ça explique ce qu'ils faisaient dans la prison et ça explique pourquoi ouais, tu ouais, te bien dis sûr, bien sûr. Après, pourquoi les gens étaient aussi gratuitement emmenés là-dedans. Bah, c'était pour bosser sur l'étoile de la mort parce que c'est un projet tellement titanesque c'est un qu'ils ont projet besoin secret, de tout à fait. toutes les manœuvres possibles. Après, Je vais pas. c'était quand même un petit peu que ça soit ça. Je me suis dit, soit ils construisent un Star Destroyer, soit ils construisent enfin, c'est forcément un projet dont on ne parle pas, Hmm. et c'est forcément l'étoile de la mort. Donc, j'ai pas été
J'avais Pas compris, tomber sur moi, les coups. j'étais pas surpris, mais j'étais content de le voir. En fait, pour moi, Oui, Oui, c'était voilà, un vrai exactement, payoff pareil. comme il faut. C'est-à-dire qu'effectivement, je regardais cette forme là, tu vois, et je me disais à quoi ça correspond sur l'étoile noire. Tu Ouais, vois, vraiment, hein, je oui, bah savais qu'il y pareil. avait il y avait un côté modulaire comme ça. Tu te disais, attends, ils travaillent tous comme ça à la chaîne. Tu multiplies le nombre qu'ils font par jour. Tu dis, ils doivent travailler sur un truc très très grand, de très grande envergure. Après, je ouais, me disais, ça beaucoup. pouvait être une partie de vaisseau et tout, donc j'étais content effectivement de découvrir que c'était bien des parties de l'étoile noire. Ouais. Et je passe du coq à l'âne, mais je me rappelle très clairement que deux, trois fois en regardant toute la saison, à plein de moments, tu as des petites tapes derrière la tête qui te rappellent que c'est du Star Wars un peu plus réaliste. Alors, pour rappel, il y a des mecs qui ont des chaussettes, il y a des mecs qui jurent, il y a Andorre, si je ne me trompe pas, fait l'amour une ou deux fois, dont une fois, c'est une fille qu'il a rencontrée dans une soirée, j'imagine, au casino, enfin sur la côte d'Azur galactique, là. Enfin, c'est quelque chose quand même qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, ça. Non, je suis Hmm. d'accord. Et rien que pour ça, je suis très curieux de voir la suite. Alors, moi, j'avais Et une question à vous poser. C'est que fait Andy Serkis là? Parce que ouais. Andy Serkis, on est d'accord que dans la nouvelle trilogie, il joue un personnage. Alors, il le joue pas Oui, 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 directement. oui. Alors, Ah, non, pour moi, c'est une carte maîtresse de Disney, de nous sortir des circuits. Enfin, moi, je m'étais pas renseigné sur la série avant, peut-être que c'était annoncé ou je suis pas allé regarder sur IMDb. Bref, quand je l'ai vu, j'ai fait oh putain, Andy Serkis. J'étais trop content. J'étais très content Et aussi. puis bon, bah, oh, il joue tellement bien. Non, non, moi, pour ma part, je suis catégorique. C'est pas Snoke, hein, ça n'a rien à voir. Il a fait la voix de Snoke. C'est tout. On va dire que les deux personnages ont une voix qui se ressemble dans l'univers Star Wars, je veux dire. C'est une coïncidence et ça s'arrête là. Ok. parce que c'est une coïncidence parce que déjà dans King Kong, il jouait un mec sur le bateau et King Ah, Kong, donc je pense que ouais, ouais, ouais. Bon, après, Bon, ils avaient pas les je mêmes laisse voix. quand même ma petite théorie, hein, c'est que voilà, le personnage va mourir, l'empereur va récupérer son corps et puis il va pouvoir faire des expériences dessus, et voilà, bah, et Eh ben non. voilà. Eh ben non, parce Mais que bon, pas grave. d'après les comics, il y a une porte qui s'ouvre sur l'idée que Snoke viendrait de la main coupée de Luke dans l'épisode 5, suite aux expériences sur D'accord. Exegol, la fameuse planète Exegol. Mais j'ai pas suivi ça à fond, donc je sais pas si ça se. Mais il y a un alors comic qui se termine sur ça, sur cette main coupée, Voilà. et c'est sur Exegol. Donc voilà, il est Et puisqu'on, fin de la mais bon, parenthèse. alors pas moi de la je parenthèse. vais en ouvrir une autre. Vas-y. Vas-y. Parce que moi j'ai une théorie, j'en suis quasiment, enfin pour moi c'est une conviction presque. On a, vous savez, Luten Rael qui est joué par Stellan Skarsgård quand il est, comment dire, commissaire d'art ou je sais pas comment on peut dire là, il est marchand d'art. Il a une assistante un peu, comment dire, qui a l'air d'avoir un fort caractère comme ça, qui lui dit ce Hmm. qu'il faut faire. Et c'est qui pour vous? Parce que pour moi c'est Leia. Ah bon? Ah pour moi c'est Leia complètement. Mais elle est Son censée quand même être assistante. princesse, alors est-ce qu'elle se retrouverait là quand même? Elle est en quoi? En stage? En Je sais apprentissage? pas, mais en tout cas pour moi, Parce voilà, qu'il y a pas son nom, c'est ça que tu es en train de nous dire en fait, ben, il pour moi dit elle pas est son pas nom. nommée. Elle est pas nommée. Voilà, je regarde dans le Alors, casting, elle est pas décrite, je sais pas. Il n'y a pas de nom dans le mon cher casting. Greg, Oui. je pense que tu te fourvoies sur cette idée. C'est Ah bon? absolument pas Leia. Leia, à cette époque-là, est sénatrice, et Ouais, donc elle a autre chose à foutre, à mon avis, C'est possible. que, d'accord. que vendre des antiquités. Bon, Donc, écoute, à mon alors avis, c'est pas elle. c'était une théorie. Moi, j'ai trouvé qu'elle ressemblait beaucoup et puis qu'au niveau de la manière dont elle jouait, elle avait un fort caractère et tout. J'ai pensé que ça pouvait être elle. Elle a le Euh, caractère de, oui, elle a le caractère de Leia, c'est vrai, D'autant qu'il y mais avait un côté, si tu veux, tu vois, ils sont sur écoute. Il y a le chauffeur à un moment donné qui espionne aussi. Tu vois, on est vraiment dans une ambiance comme ça de très dans pesante une de. parano totale, du Ouais, début à la fin ouais, de la série. c'est ça. Ouais. Et Euh, ça aussi, c'est un truc qui marche très bien. Moi, il y a quand même un truc qui me gêne, c'est pas par rapport à cette série-là, mais c'est par rapport, on va dire, à l'univers Star Wars globalement. C'est que maintenant, de plus en plus, il faut avoir vu les séries animées, Star Wars Rebelle et les autres, pour vraiment tout bien comprendre. Parce qu'il y a rien que le personnage de Saw Gerrera, même si on le voit dans Rogue One,
c'est un personnage qui est bien plus présent dans les séries animées. Et là, du coup, on a vraiment du mal à le cerner, celui-ci, tu vois, et Mhm. à comprendre d'où il vient, les enjeux, le rapport qu'il a avec l'histoire générale. Et moi, ça me gêne quand même. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'il n'apporte pas grand-chose. Moi, je pensais qu'il aurait fourni des armes ou un truc comme ça. Mais là, je pense que c'est juste pour faire le lien avec Rogue Ouais, One, c'est ça. parce qu'on est sur du sur du cross-média. Transmédia ou cross-média? À chaque fois, je confonds. Cross-média, ça On est marche, je sur du... pense. Ouais, bon, bref, un des deux. Mais je rebondis sur ce que tu dis pour quand même signaler qu'effectivement, Andor est déconnecté de tout le reste. C'est-à-dire que si tu regardes Rebels, si tu regardes Clone Wars, et donc les films, évidemment, tout ça est connecté. Et comme tu le dis, c'est comme le MCU, il faut avoir vu l'ensemble du package pour saisir toutes les subtilités. Alors que là, Andor ne tient finalement que à Rogue One. Et ben pour le coup, ça aussi, ça fait du bien. Nous en tant que consommateurs slash fans, on est moins, je trouve, pris pour des vaches à lait. C'est aussi une des forces de cette série, c'est qu'elle est pas elle est pas tant que ça connectée Ouais, à elle tout est le très reste. accessible. Oui, on peut rentrer dedans facilement sans avoir les codes. On accepte rapidement, assez rapidement l'univers, quoi. À Mm. titre personnel, j'ai pas vu les séries animées ou vraiment très peu. Ouais. J'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai essayé de regarder un, deux épisodes comme ça. J'y arrive pas. Mais c'est un gros Pour, problème, ça m'a ces pas séries. dérangé. Non, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça m'a pas dérangé. J'ai vraiment vu l'ensemble des personnages comme ayant un rapport naissant les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire des individus qui sont parfois s'ignorent complètement, ils savent pas qui est l'un, qui est l'autre, ou alors ils sont dans un rapport de force parce qu'ils n'ont pas réussi encore à monter une cohésion. Et Ouais. ils ont besoin de... Et c'est ce que la série raconte très bien, et le final de la série, je l'ai trouvé formidable. Quand finalement on a Marva Andor, la mère adoptive qui est jouée par Fiona Shaw, qui parle par hologramme testamentaire et qui dit il va falloir, à un moment donné, il y aura l'événement de trop. À un moment donné, il y aura le moment que vous n'acceptez pas, et précisément c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de bloquer ses funérailles à elle qui est un symbole. Et il y a tout qui monte comme ça, qui monte autour d'eux. Et on se dit, bah, c'est le moment de la rupture. C'est le moment où des gens qui sont submergés vont se rebeller. Voilà. Et à propos de cette séquence, en Résister. effet, assez forte, même si, bon, tout centralisé sur un événement à la fin de la saison, c'est un procédé un peu classique, mais je trouve qu'il fonctionne toujours. Mhm. Alors, au-delà du fait qu'il est ultra réaliste, parce que si vous regardez bien, on va dire les CRS de l'Empire encadrent cette manifestation, enfin, encadrent cet événement, le tolèrent, enfin, tu sais, c'est je Une pense sorte de qu'une manifestation autorisée, mais dans un Voilà, c'est une périmètre délimité. manifestation autorisée. Ça rappelle Euh, des choses. Ça rappelle pas mal de choses. Et donc, encore une fois, ça vient faire le lien avec un réalisme concret dans une œuvre de Star Wars. Moi, je trouve ça absolument génial. Et donc, pour finir sur cette scène, les Stormtroopers qu'on ne voit pas du tout de toute la série sont enfin présenté comme une véritable menace. Je veux dire, les Stormtroopers, c'est comme les nazis dans Indiana Jones. On adore les voir se déglinguer, c'est les méchants parfaits. Mais moi qui suis un fan de la première heure, moi les Stormtroopers me font plus peur, on est d'accord. Et Mhm. ben maintenant, là dans cette série, déjà on ne les voit pas au début, ils sont pas là. Du coup, ça rajoute du poids à cette menace. L'Empire est vraiment dangereux dans Andorre parce que l'oppression est déléguée à des sous-fifres, donc ce Des personnage. collabos, en fait, aux Ah, autorités sur oui, place, aux autorités disons sur des place qui collabos. acceptent de jouer le jeu de l'Empire, en fait, c'est ça, hein. Bien sûr, c'est parfaitement effrayant quand les vannes sont ouvertes. Enfin, je veux dire, voilà, Et le fascisme est un fléau. Bref, et donc, juste pour finir sur cette scène, là, les Stormtroopers visent juste et on sent que chaque coup est mortel.
Bah, ça nous rappelle des heures sombres de l'humanité, et Dieu sait qu'on en vivra encore beaucoup. Et c'est très bien mis en scène, ça, t'as raison, parce que effectivement, au milieu de cette manifestation, c'est pas justement. Alors là, on peut encore refaire le comparatif, je pense, avec les scènes de poursuite dans Boba Fett. Et alors, dans Star Wars, c'était scénarisé, parce qu'effectivement, Leia le dit à un moment donné. Tout le monde dit les Stormtroopers savent pas viser, mais Leia, elle dit, ils nous ont laissé partir. En Mhm. fait, ils ont tiré à côté pour qu'on s'en aille et pour qu'ils nous poursuivent jusqu'à notre QG. En fait, il y avait un plan, même si c'est un peu grossier, quoi, on va dire. Ah, j'avais Là, jamais fait effectivement, le. Ah oui, oui, c'est ils, vrai. Ouais. ils ont réussi à, en fait, dans cette série-là, à monter quelques personnages secondaires qui, effectivement, à un moment donné, pendant la fusillade, se prennent un shot et sont raide mort, effectivement. Un blaster, c'est pas juste un truc qui, ah, ça m'a égratigné l'épaule, vite, mets-toi de côté. Un coup de blaster, t'es mort. Voilà. Et c'est vrai Mhm. que ça, c'est bien rappelé. Surtout pour des civils qui sont pas, qui se battent, qui se rebellent. Mais en vérité, le moment où ça dégénère, personne n'est armé. C'est ça aussi qui était un moment très fort. Mhm. Ouais, Donc, ouais, ouais. donc nous voilà tous Et- impatients de voir cette saison 2, je Oui. suppose. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, j'espère qu'elle arrivera pas, que c'est pas trop tard, parce que moi, dans mon entourage, j'ai un pote qui est fan de Star Wars autant que moi, et il a lâché, quoi. Il s'est senti floué par Boba Fett et par Obi-Wan, et il a lâché Star Wars. Alors après, je sais pas quelle est la santé financière de Lucasfilm en ce moment, mais on est tous d'accord qu'à un moment donné, le filon va s'épuiser. Bon, c'est arrivé vachement vite au cinéma. Alors, Solo, Les Derniers Jedi, le Covid, allez savoir, il y a plein de raisons qui font que Lucasfilm a arrêté de faire des films de cinéma. Mais Mhm. là, si Andor trouve pas son public, et bah, du coup, on va peut-être couper la dernière branche plutôt juteuse de Star Wars. Et ça me ferait vraiment chier, quoi. À ceci près que, effectivement, je reviens à l'analyse de Pierre au début, qui comparait au MCU qui fait du film de genre, et c'est un peu notre leitmotiv dans l'émission, c'est essayer de dire est-ce que c'est du teenager movie, est-ce que c'est du film noir? Là, on est dans la série noire. Peut-être que le moment où Star Wars aura réussi une vraie comédie familiale, tu sais, avec un canapé au milieu et puis un escalier derrière et tout, j'en sais rien, tu vois, mais quelque part un peu comme Comme, avait fait WandaVision, tu vois, d'autres genres finalement. Je pourquoi vais dire pas? une bêtise, mais après tout, là, Cyril Carne, est-ce qu'ils vont pas nous faire la série où enfant il mangeait déjà des céréales chez sa mère et comment il devient le petit inspecteur zélé qui est devenu? J'en sais Bah, rien. moi, Mais si ça se trouve, je trouve qu'il est pire qu'un inspecteur zélé. Je trouve qu'à un moment donné, il a vraiment des relents de psychopathe. oui. Et j'avais l'impression de regarder une scène de psychose, quoi. Voilà, Hmm. Ah ouais, ah ouais, avec sa le mère. gars avec sa Ah mère comme ouais. ça. Enfin, moi, c'est ce à quoi ça m'a fait penser, quoi. Et puis, alors, l'obsession qu'il a pour l'agent, enfin, de l'Empire, Ouais. ça ne fait qu'en rajouter une couche, quoi. Le stalker, Euh, là, qui Là la aussi, bah, oui, retrouve. c'est un stalker. Là aussi, on rentre dans un pan tout à fait réaliste Ouais, c'est de, inédit dans Star Wars, de ça, Star d'avoir un Wars. personnage comme ça. Ça Et, euh, ça et- rajoute une couche et pour autant, quand à la fin, il fait en sorte qu'elle s'en sorte et elle est là complètement, elle a cru qu'elle allait se faire tuer dans une manifestation à coups de pavé dans la tronche. J'ai envie de dire, ça marche presque, tu vois, Ah, mais ça l'espèce marche à de... fond. Ça marche d'autant mieux que elle était tremblante. Et moi, Ouais, j'ai trouvé ça génial parce que c'est rare que on transmette de telles émotions dans les personnages. En général, ils sont là. Oh là là, Bien je l'ai sûr. échappé belle, là, dis donc. Mais là, elle était vraiment. On sentait qu'elle s'était dit, bah, j'ai failli mourir, quoi. et pour des Mm. personnages détestables en plus, En plus. parce que elle a quand même eu recours à la torture pour un personnage pour lequel on avait beaucoup d'empathie, qui est devenu à moitié fou, qui reconnaît plus Cassian. Et à la fin, quelque part, avec cette scène-là, je trouve qu'on arrive encore à se soucier d'elle ou à être en empathie avec elle. Elle a échappé à la mort et elle est complètement. Alors après, enfin, il y a toujours la partie manichéenne de moi, ou du moins qui a été nourrie au manichéisme des séries, qui se dit est-ce que ça va être le petit truc qui va la faire basculer et qui va se dire quand même je participe à un système dégoûtant, ou bien au contraire, est-ce que eux deux vont devenir une sorte de couple de Thénardier immonde, prêt à tuer pour arriver à Je leur sais fin, pas, je sais pas. les paris sont ouverts, mais moi, j'espère qu'ils vont rester impériaux et que elle, c'est le premier personnage carriériste dans Star Wars, il me semble. Bah oui, enfin, ce que tu dis là, j'espère
que le dénouement va être sympa, mais qu'on va pas tomber dans un truc édulcoré pour eux deux, parce que là, les bases, bon, bah, c'est des fascistes tous les deux. Enfin, lui, c'est un fasciste en devenir. Hmm. Tu parlais de psychopathe, moi, oui, je dirais psychorigide comment on appelle ça quand tu contrôles. Contrôle fric. Contrôle fric, oui, Contrôle en fric. anglais. Contrôle fric et voilà, je lui souhaite de devenir un impérial et je leur souhaite tous les deux de mourir parce qu'ils se sont trompés de voie. En effet, tout à fait, C'est ça. Sur j'aspire. Et, l'étoile noire, en fait, tu sais. et inversement, on a ceux de la C'est pas rébellion, dommage. notamment donc Lucien Raël, qui est prêt à sacrifier tout un bataillon en gros de la rébellion pour dire si on les sauve, ils vont comprendre qu'il y a une taupe et tout va tomber par terre. Donc il les Mhm. sacrifie et les autres se disent bon bah c'est bon. C'est pas grave s'il y a une cinquantaine de pédos qui meurent, c'est tout, ils seront morts pour la cause. Oui, il y a un côté très froid. Ah Et bah, j'ajouterais même pour oui. revenir à Dedra, tu disais carriériste, et en réalité, je trouve que ça raconte autre chose aussi, c'est-à-dire qu'elle est carriériste dans un empire où tu vois quand même que, enfin, c'est vrai que l'Empire, tu te dis, c'est une machine qui va droit, tu vois, tu les vois là comme ça avec leurs conseils, il y a Vador qui les étrangle un coup sur deux, tout ça. Mais en fait, tu te dis, là, on est à l'étape où il y en a qui sont déjà un peu, tu sais, les pieds sous la table et qui se disent, oh, moi je suis à mon poste, et puis tant pis si j'en fais trop, je vais me faire remarquer. Et enfin, c'est fou, quoi. J'ai eu l'impression de voir une administration, tu vois, enfin, de voir l'administration d'une J'ai grande adoré entreprise. ce volet-là. Ça fait ces deux autres volets que j'ai adoré. Le côté administration, comme tu dis, où les gens, bon, ben voilà, il faut pas faire trop de zèle, voilà, il faut faire ce qu'il faut. Et de l'autre Mhm. côté, le fait de voir que les méchants, entre guillemets, tu parlais de manichéisme tout à Mhm. l'heure, ils finissent toujours par se tirer dans les pattes, d'une façon ou Mhm. d'une autre. Et c'est souvent c'est ça qui provoque leur chute d'ailleurs. Il y en a toujours un qui veut être plus royaliste que le roi, et puis voilà, et qui va aller dénoncer l'autre, qui va aller lui mettre des bâtons dans les roues. Et on voit là déjà d'ailleurs que ça se passe et que c'est ce qui les empêche d'avancer, c'est ce qui les empêche d'avoir Cassian, c'est ce qui les empêche finalement d'aller au bout du truc pour avoir la rébellion, hein. Mhm. Après, pour, on va dire, une sorte de bémol global ou que j'ai ressenti, c'est vrai que c'est une série hyper humaine. On va dire, c'est sans doute l'approche la plus humaniste, on va dire, de Star Wars. C'est, on va dire, la société dans Star Wars qui nous ressemble le plus. J'ai trouvé tout de même que ça passait par beaucoup moins des à côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droïdes qui ne parlent pas, de bilip bilip et on comprend quand même ce qu'ils disent. Il n'y a pas de créatures non plus, d'animatroniques. Donc on a quitté quand même un peu. C'est devenu beaucoup plus humain en fait, hein. Et là tu te dis, il y a enfin, on va dire, il y a des gens qui ont été mis en prison partout dans la galaxie pour pour travailler à la chaîne. Mais vous voyez, il n'y a pas un gros machin poilu, il n'y a pas dans le lot. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Oui, Ouais, oui, ouais, il manque les complètement. gros Alors, éléments, ouais, estampillés Star Wars, d'après ouais. d'après ce que j'ai compris, il y a pas d'alien alors, peut-être j'en ai fait ma propre. Il n'y a pas de Alors, planète a de priori, sable. il y a pas d'alien. Putain, tant mieux. Non, il y a pas d'alien parce que ça aurait appuyé le côté xénophobe de l'Empire. Et en même temps, moi je trouve que justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'alien que cette idée-là, quelque part, elle infuse un petit peu tout le truc. Mhm. Après, moi, ma théorie perso, c'est que ça représente du budget d'avoir des aliens et que là, ils sont allés que Tony Gilroy a fait le choix peut-être c'est juste un parti pris pour être encore plus réaliste parce que bah, dans notre vie de tous les jours, malheureusement, il n'y a pas de Twi'lek, il y a pas de Homme des Sables ou quoi et c'est pour coller avec sa vision réaliste. Je ne sais pas pourquoi il y a pas d'aliens dans cette Moi, série, mais pour moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a sans doute l'aspect budgétaire des choses. Peut-être, on va dire, pour retomber sur ses pattes, un moment où ils se font embarquer, avoir un tout petit, comment dire, un tout petit indice sur le fait que si des créatures beaucoup trop grosses étaient, tu vois, on les envoyait ailleurs ou on les mettait dans une sorte de chenille galactique, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, une approche où on montre que dans cette prison-là, il fallait des mecs avec cinq doigts, enfin, tu vois, ah, voilà. alors ouais, moi je me suis dit que que chaque prison abritait une race de l'espace Hmm. spécifique.
qui a peut-être une prison avec que des hammerheads, là, je sais pas si vous voyez l'alien qui a une espèce de Oui. trompe avec les yeux au bout, là. Mhm. Bah, si ça se trouve, il y a quelque part dans cette galaxie une planète où il y a que des gens de cette espèce. Je sais pas en tout cas. Moi, ça m'a pas dérangé. Je sais que les fans hardcore ont gueulé, on dit ouais, il y a pas d'alien et tout machin. Et ben, j'ai envie de dire, bah, pour une fois, voilà quoi, c'est pas grave. Et même le droïde à roulette parle, hein. D'ailleurs, on est d'accord que Oui. le droïde en question, c'est bien la voix du futur droïde. C'est ça, hein, il va être implémenté dans le droïde C'est ce que je me suis de Rogue posé, One. c'est ce que je me suis K2SO, posé à la comme vache. question, ouais. Ouais, ouais, Bah, effectivement. en tout cas, il est crédité. Alan Tudyk, il est crédité comme K2SO dans Andor, et c'est bien la voix du droïde Dans qui Rogue les One. accompagne. Ah Ouais, Bah, je l'ai bah écoute, compris. j'ignorais. Je l'ai compris au moment Oui. où il se fait arrêter par un droïde comme qu'on lui connaît, tu vois. Et je me suis dit, alors à mon avis, le petit aspirateur là, il va se faire destroy et puis il va être implanté dans c'est le dans, le exactement ce dans que le je me dans le suis grand dit. Je me droïde. suis dit la même chose. On aura la confirmation dans la deuxième saison. Ok. Bah, c'est possible, c'est possible. En Et effet. donc, sans Parce qu'on l'aime beaucoup, transition, ce bruit. nos conclusions étant Oui, données, je vous propose qu'on passe aux recommandations de la semaine. Dak. Et nous voilà. Alors, Bientôt, il y aura peut-être un magnéto avec brrr, les recommandations. oui, voilà, voilà, on va faire un super truc trop chiadé pour la saison 3. Ah là là. Dès Ouh. que j'ai le temps, je le fais, promis. Jean-Marc, on commence par toi, toujours honneur à l'invité. Alors moi, je suis un très mauvais élève. En fait, bah, pour tout dire aux auditeurs et auditrices, voilà, moi j'ai commencé un nouveau boulot depuis septembre, un boulot qui me pompe pas l'énergie, ce qui fait que cinéphile que je suis, j'ai pas le courage le soir d'aller au cinéma. Je sais, c'est très 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 c'est pas bien du tout. Mais il Mhm. se trouve que je me suis refait récemment Vidéodrome de David Cronenberg et que j'avais oublié et que j'avais trouvé chiant à l'époque et que j'ai retrouvé chiant encore aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que je recommande l'œuvre de David Cronenberg dans son ensemble. Voilà, je me foule pas beaucoup, mais je pense que la reco, elle est plutôt pas mal. Donc on mettra un lien vers la page Wikipédia pour tous ceux qui n'ont pas en tête tous les films de David Cronenberg. Non, mais je m'adresse aux plus jeunes qui font peut-être Non, partie mais de tu as vos, tout à fait de raison, hein. Moi, vos auditeurs. j'ai mes garçons, ils me disent régulièrement oh papa, il faut que tu nous montres tel film pour notre culture, machin. Donc c'est tout à fait pertinent, hein. Eh ben, un pan du cinéma fantastique est fortement représenté par David Cronenberg, donc allez-y les yeux ouverts et Je- l'estomac accroché. J'enchaîne en ce qui me concerne avec un jeu vidéo disponible sur Switch, mais je crois qu'il est également sorti sur PS4, PS5 et Steam. Il s'agit de Tactics Ogre. Plus précisément Tactics Ogre Reborn, qui est en fait le remake d'un remake, voilà, qui était sorti de mémoire sur PlayStation, qui est sorti ensuite sur PSP, et maintenant, non, il était sorti pardon, sur Super Nintendo, après sur PSP, maintenant il est disponible donc sur les plateformes que je viens de dire. Il s'agit d'un JRPG, c'est-à-dire tactique. C'est-à-dire que vous dirigez des unités qui sont sur une sorte de damier, et donc vous avez un petit magicien, vous avez un petit soigneur, un petit archer, un petit chevalier, etc. Et puis vous allez au travers des histoires et des différents tableaux pour avancer. Moi je suis totalement passionné par ce type de jeu. C'est vraiment une perle, même s'il est vraiment très très exigeant. J'ai pas envie de dire difficile parce que difficile, ça sous-entendrait que voilà qu'on puisse pas y accéder, mais exigeant dans le sens où il faut creuser, il faut se creuser les ménages pour à chaque fois trouver les bonnes combinaisons, les bonnes unités qui conviennent à chaque tableau. Il suffit pas de foncer dans le tas avec les mêmes tout le temps, sans arrêt, avec les cogneurs ou avec des magiciens pour avancer. Là, il faut un petit peu faire, faut perdre deux trois fois avant de pouvoir avancer, quoi. Voilà. D'accord. C'est un jeu indépendant. C'est dans quelle C'est gamme un de jeu Square prix Enix. Square Enix, d'accord. Et Voilà. c'est le prix d'un jeu C'est neuf un jeu 60 classique, ou... voilà. D'accord, ok. Alors de mon côté, avant de commencer, tu vois, je sais pas si vous avez entendu parler de ce site Just Watch. Voilà, moi ça fait à chaque fois je me dis mais où est-ce qu'on peut regarder ce truc en streaming? Je vous pose la question et tout. Et en fait là, au moment où tu parlais, Jean-Marc de Vidéodrome, immédiatement je suis allé sur Just Watch pour éventuellement conseiller. Donc tu peux taper sur Just Watch Vidéodrome et ça te met tous les sites où c'est disponible. Alors là c'est que en location.
Ouais, je Mais, vois, ouais. mais si c'est disponible en streaming, tu vois, ça te donne sur quelle plateforme, peut-être des fois même jusqu'à quand. Donc voilà, Just Watch, ça c'était avant ma recommandation. Et de mon côté, je ne crois pas l'avoir encore recommandé, c'est dans ma liste. Je viens de regarder il y a peu Cyberpunk, la série animée qui est tirée du jeu vidéo. Moi, j'ai pas de PlayStation depuis la PlayStation 3. J'avais dit que je m'achèterais une PS4 à l'occasion, donc je l'ai pas fait ce jeu. Pour autant, je suis un fan absolu du studio Trigger. Trigger qui était monté avec des gens du studio Gainax. Moi, je suis vraiment ultra fan d'Evangelion. Je viens de me refaire Evangelion l'intégrale, la série animée. Elle est bourrée de défauts, mais ça reste ma série du cœur. Et donc, Cyberpunk, c'est ultra violent. Je sais pas comment était le jeu vidéo, mais là, on est vraiment dans de la violence très Je graphique l'ai pas fait, je t'avoue. avec des balles dans les têtes qui explosent des mâchoires et tout. Mais en fait, c'est fait d'une façon où c'est pas, comment dire, c'est pas du gore à vomir, quoi. C'est vraiment, il y a un graphisme qui est complètement dingue. La série, elle est assez courte en plus, hein, 10 épisodes. Je me dis, Pierre, qu'on devrait faire un numéro dessus, même à l'occasion, parce que c'est vraiment une très très bonne série. En tout cas, enfin, t'en prends vraiment plein la figure en animation et puis ce que ça raconte aussi. Enfin, voilà, je recommande donc Cyberpunk. Très bien, très Alors, bien. est-ce que je peux faire une reco que j'ai Vas-y, même pas vas-y, vue? vas-y. Je suis certain que le cabinet des curiosités va être Ah, assez ouf parce que c'est Guillermo del Toro, parce que c'est des courts-métrages qui n'ont, enfin, c'est une série avec des épisodes indépendants les uns des autres, parce que je suis sûr que c'est quelque chose qu'on voit rarement en 2022 et que parce que c'est Guillermo del Toro. Voilà. voilà. Très bien, mais Et tu c'est sais, noté. Jean-Marc, tu devrais garder des recommandations pour la prochaine fois où tu seras invité. Ouais, ouais, ouais. Et je pense aussi à Love, Death and Robot, qu'il faut absolument que les gens qui nous écoutent voient. Et je garde les autres pour plus tard, ouais. Très bien, c'est noté. On mettra tout ça dans la description. En tout cas, bah, Jean-Marc, merci à nouveau d'avoir accepté cette nouvelle invitation, d'être venu Avec grand avec nous. plaisir. Voilà. Et on aura encore plaisir de t'accueillir pour parler C'est quand Star le Wars ou prochain, autre, d'ailleurs. ou autre, mais c'est quand le prochain contenu Star Wars? Il y a une série prévue? Eh bien, écoute, il y a la série sur Ashoka. Il y aura le Mandalorian saison 3. On n'a encore rien fait sur le Mandalorian. Je suis sûr qu'il va y avoir une série sur Leia, amatrice d'art, hein. Et comment elle vend des œuvres pour financer la rébellion. Et c'est sur la théorie de Greg Dyser qui ne tient pas debout qu'on terminera cette émission. Je vous remercie de l'avoir passé à notre compagnie. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut! Salut. Ciao.